Bienvenue sur Ici Éco. Dans son dernier rapport sur l'économie libanaise, la Banque mondiale a noté une récession pour l'année en cours et des déséquilibres macroéconomiques majeurs, avec un déficit du compte courant structurellement important de 12,8% du PIB. Selon le dernier rapport de la Banque mondiale, le conflit en cours à Gaza constitue un choc majeur pour le modèle de croissance précaire au Liban. Et selon le même rapport, le taux d'inflation devrait atteindre 231,3% en 2023, sous l'effet de la dépréciation du taux de change et de la dollarisation rapide des transactions économiques. Par ailleurs, la dette souveraine, qui s'élevait à 179,2% du PIB en 2022, s'accentue dans un contexte de forte dépréciation monétaire et de contraction économique, et en l'absence d'une restructuration globale de la dette. Le Liban reste ainsi englué dans une crise socio-économique et financière à laquelle s'ajoute une impasse institutionnelle et politique, comme l'a souligné Jean-Christophe Carré, qui est le directeur régional de la Banque mondiale pour le Moyen-Orient. Selon le rapport de la Banque mondiale, la Banque du Liban a entamé des réformes limitées mais encourageantes dans un contexte de relative stabilisation du taux de change. Toutefois, des changements fondamentaux n'ont pas encore été apportés à la supervision bancaire et à la conduite des politiques monétaires et de change. L'absence d'une résolution bancaire équitable comprenant une répartition initiale des dettes, des renflouements internes et des restructurations continue de compromettre les perspectives de reprise. Durant cet épisode, nous passerons en revue l'actualité économique de l'année 2023 et nous nous pencherons sur les enjeux et les défis économiques de 2024 avec l'économiste, le professeur Jassem Ajaa. Bonjour. Bonjour. Et le chercheur en économie et en finance, professeur Maroun Khatir. Bonjour. De même, durant cet épisode, nous discuterons également des GeoTrails de la Lebanon Mountain Trail Association avec le directeur exécutif de cette organisation, Omar Saher. Bien voilà, j'ai le plaisir de vous recevoir, professeur Ajaa et professeur Khatir. Je commence directement avec vous, professeur Ajaa. Donc, parlons de performance de l'économie, des finances publiques et de la monnaie en 2023. Quels sont les principaux indicateurs économiques en 2023? Et bien aussi, j'aimerais vous entendre aussi et écouter votre point de vue. Tout d'abord, en fait, on ne peut pas parler en fait dans le cadre d'une crise comme la crise dans laquelle vit le Liban. On ne peut pas parler franchement de performance. Les performances sont, c'est pour quelque chose de positif et non pas négatif. L'idée de base, c'est que en réalité, quand il parle de croissance économique, c'est surtout en fait l'économie informelle, l'économie de cash, qui est prise en compte. Et ça, c'est pas quelque chose, je dirais, quelque part d'académique, donc on ne peut pas le faire. Bien sûr, l'économie de cash s'est vue en fait accroître pendant le 2023. On est à 60%, 65% à peu près aujourd'hui. En termes de quoi? En termes je pense que c'est plus que ça. Je pense que c'est beaucoup plus que ça parce qu'il y a les canaux directs et il y a les canaux indirects. Parce que même une opération, je dirais quelque part, officielle et formelle, une opération économique, toujours, elle a en fait des origines de l'économie informelle. C'est pour cette raison qu'on ne peut pas vraiment mesurer exactement, mais je pense, à mon avis, on est à plus que 80% en termes, je dirais quelque part, d'échanges économiques vraiment entre particuliers, c'est le secteur privé, mais aussi au niveau du secteur public. Parce que quand le gouvernement vous demande de payer vos impôts, vos factures et tout ce qu'il y a dû comme impôts, donc en livres libanaises et cash, ça s'appelle de quoi ça? C'est de l'économie de cash. Comment peut-on justifier les sources donc de cet argent? Alors, je dirais quelque part, au niveau, je dirais, formel, 2023, c'est une année en termes économiques qui est une continuité de la dégradation continuelle de la situation économique au Liban. En termes des finances publiques, c'est une catastrophe, surtout au niveau du projet de loi de budget 2023. Qui, jusqu'à maintenant, contient... Nous allons parler de 2023-2024. Un déficit énorme. Et ce déficit n'est pas encore couvert. On ne sait pas comment ils vont le couvrir. Et puis, au niveau de la monnaie, bien sûr, on a vu qu'à un moment donné... On a une stabilité au niveau du taux de change.
Oui, mais par rapport au début de l'année et la fin de l'année, on a à peu près en fait la moitié, la livre libanaise a perdu presque la moitié de sa valeur. Donc je dirais quelque part, c'est une année aussi triste. On avait commencé après à 42 000, 43 000 42 42 500. 500 début 2023, Et maintenant puis on est à aujourd'hui, on est à 89 000 à peu près. 80 Mais 000. on a touché un pic aussi durant cette année. C'est vrai, le 12 mars Oui. 2023, on est arrivé à 143 000 livres libanaises. Mais tout ça, c'est Nous dû allons discuter aux spéculations. de cette aussi politique monétaire qui a été appliquée par la Banque du Liban et le gouverneur Wassim Mansouri. Professeur aussi Khater, pour vous, quels sont les principaux événements monétaires et financiers qui ont marqué l'année 2023? Ajoutons à ce que le professeur Aja a bien mentionné. Il faut bien parler de l'absence de l'action politique au Liban. Il faut parler de beaucoup d'incertitudes qui est, alors quant au programme de réforme qui est soutenu par la FMI, il faut parler d'un grave problème au niveau de toutes les réformes. Nous sommes dans un pays qui ne réussit pas à avoir un président. Nous sommes dans un pays où il y a un cabinet qui est intérimaire et qui ne réussit pas à prendre des décisions. Et par suite, nous sommes un pays qui souffre d'un problème politique et d'un problème financier qui est institutionnel et qui ne peut pas être résolu par ce que le gouvernement libanais est en train d'essayer de faire. Et par suite, si on a à décrire ce qu'on a eu en 2023, on peut dire qu'on a vécu une année de stagnation fatale, une année où il n'y avait rien qui progressait, une année où la crise économique elle est maintenue. Due à l'absence de réformes, non, dû politiques, au clash politique qui n'est pas encore résolu, parce qu'il faut avouer et insister sur le fait que la crise libanaise, elle n'est pas une crise économique ni monétaire, c'est une crise qui est politique. Et par suite, si on s'attend à avoir des solutions qui proviennent du côté de la monnaie ou de l'économie ou de la finance, alors il faut attendre très longtemps. Les solutions doivent émaner et venir par suite du côté de la politique. Parlons des finances publiques un peu en 2023. Donc, qu'en est-il des finances publiques, du budget, donc voilà 2023, avec un déficit aussi grand, où la Banque centrale avait bien décidé qu'elle ne va plus financer l'État, donc ni en livre libanais ni en dollars. Donc, ce n'est plus la Banque centrale qui va couvrir ce déficit. En fait, c'est pas très clair, Monsieur Maurice, là-dessus. C'est pas très clair. En fait, il y a un jeu qui est caché. Et je vais vous le dire franchement. Aujourd'hui, le déficit qui se trouve dans la loi ou plutôt dans le projet de loi de budget 2023, en fait, il y a un déficit de 43 trillions de livres libanaises. Donc, c'est une somme en dollars n'est pas très grande. On est de l'ordre de entre 400 et 500 millions de dollars américains. Mais en livres libanais, c'est énorme. La question, c'est que la commission parlementaire avait en fait renvoyé le projet en disant on ne va pas l'étudier pour différentes raisons. Ils en ont cité beaucoup. Et parmi les raisons, ils en ont cité par exemple une qui est très importante, c'est au niveau en fait des délais constitutionnels. Oui. Alors l'idée de base là-dedans, c'est que comment ils vont couvrir ce déficit de 43 trillions de livres libanaises. Là, ici, il y a trois scénarios. Le premier scénario, c'est qu'ils vont faire en fait une question, comme en fait l'avait fait le gouverneur de la Banque centrale précédent. Ils vont faire une sorte de transfert de ce déficit dans le projet de loi de 2024. Qui va s'ajouter au déficit de 2024. Ah bien sûr, bien sûr. On va ajouter si ça, le scénario se réalise, ce sera ça. On va ajouter cela aux 17 trillions de livres libanais. Non, je pense que c'est pas 17, on est beaucoup plus que ça. Je pense que on est entre 40 et 50 trillions. En 2024 ? Oui, et surtout qu'ils n'ont pas encore confirmé les aides sociales qu'ils vont donner en fait. Donc c'est catastrophique. Ah oui, je vais continuer si vous me permettez. Alors, donc ils vont faire une sorte de transfert, ça c'est le premier scénario. Le deuxième scénario, c'est que le Parlement il va obliger la Banque centrale à financer ce déficit. Par une loi. Par une loi, donc, parce que Mansouri avait insisté sur ce point. Et puis le troisième scénario, et ça c'est pas un scénario en fait qui
qui est bête, c'est un scénario, mais ce n'est pas digne en fait des pratiques publiques, je dirais quelque part, où on a besoin de la transparence. Je n'accuse pas, mais je le dis, c'est un scénario, je suis un chercheur, je ne fais que penser, c'est tout. Alors l'idée c'est que la Banque centrale qui s'est vue en fait augmenter ses réserves en dollars de 500 millions de dollars, on pense que les 500 millions de dollars, ça va être cette somme qui va couvrir le déficit du budget de 2023. Mais la question essentielle, d'où est-ce que la Banque centrale avait cherché les livres libanaises pour acheter ces dollars? Et là, je pense qu'on a un manque énorme de transparence à ce niveau. Et le gouverneur nous a habitués jusqu'à maintenant au moins à un certain niveau de transparence. Il faut qu'il dise d'où est-ce qu'il a cherché les livres libanaises pour l'en acheter. Est-ce qu'il en a imprimé et par le biais de cette histoire de nouveaux billets de 100 000 livres libanaises, il en a acheté ou vous dites quoi à propos de 2023, du budget 2023 je vais commencer par citer du discours du ministre des Finances à l'issue d'une séance du Conseil des ministres. Il a dit « Ce qui nous importe, c'est un ministre, ce qui nous importe, c'est de générer des revenus. » C'est ça, pour couvrir. Et lorsque vous voyez qu'il y a un ministre des Finances qui considère qu'un budget de l'État, c'est une promenade dans le jardin des chiffres. Et c'est le fait de faire de la comptabilité, de la concordance entre les recettes et les dépenses. Alors on voit qu'on est dans un pays qui souffre vraiment. Le budget de l'État, que ce soit 2023 ou 2024, ça devrait refléter les axes, les principaux axes d'une politique budgétaire, puis d'une politique monétaire qui va refléter encore une fois cette politique budgétaire. Et tant qu'on est dans un pays qui fait la règle de 3 pour avoir un matching entre les recettes qui sont prévues et les dépenses, à savoir que les recettes sont des recettes qui sont alors théoriques et qui ne sont pas réalisables du fait que l'économie c'est une économie de cash et que le fait qu'il y a la fraude qui gouverne avec aussi l'évasion fiscale, avec la contrebande. Oui, et après on a le Premier ministre qui dit que le pays, l'économie du Liban, elle croît, elle enregistre une croissance de 2%. Il a dit ça en 2023. Vous êtes d'accord? Et après, mais non, mais parce que... Est-ce qu'on a une croissance aujourd'hui? Mais lorsque vous avez une économie... Certains experts sont sortis dire que non, on peut avoir une croissance de 2. Lorsque vous avez de la fraude, lorsque vous avez des frontières qui ne sont pas bien contrôlées, lorsque vous avez pas, vous maîtrisez pas la décision du pays dans les décisions stratégiques, alors vous ne pouvez pas dire qu'il y a une croissance. Les théories économiques, elles sont très claires. On ne peut pas négliger ce que la théorie validée stipule et par suite, on ne peut pas considérer comme étant une croissance économique ce qui ne paraît pas dans les chiffres de l'État. Un État, il a une définition, il a des définitions, une frontière, une politique budgétaire et monétaire, des institutions de contrôle, etc. On n'a rien de tout ça et par suite, on ne peut pas compter... Donc c'est impossible de pouvoir aujourd'hui... C'est impossible de croire en un chiffre de ce qui est apparu en 2023 dans le projet de loi et en 2024. C'est des chiffres... Le taux de croissance... non, c'est des chiffres manipulés, c'est des chiffres qui sont faits par tâtonnement ou bien par... si vous me permettez juste une phrase ici à ce niveau, en fait, je suis désolé de le dire, mais l'État a participé à cette économie informelle en imposant à la population de payer leurs impôts, leurs factures en cash. Et donc, mais pourquoi ils voulaient combattre l'inflation avec ce système-là? Non, mais là... Collecter la livre libanaise, faire diminuer la masse monétaire en livre libanaise. Le gouvernement, en fait, a mélangé la politique monétaire avec la politique budgétaire. Ce sont deux choses différentes, complètement différentes. On ne peut pas en fait piétiner. Aujourd'hui, la Banque centrale du Liban, et ça c'est très fort ce que je vais dire, la Banque centrale du Liban en fait ne fait plus en fait de politique monétaire. C'est fini. En fait, la Banque centrale ne peut même pas intervenir au niveau du marché. Elle ne peut rien faire. Elle a perdu l'outil du taux d'intérêt. Elle a perdu en fait l'intervention en termes de cash au niveau de l'économie. Et donc, ne fait plus rien. La Banque centrale est en train d'intervenir sur le marché en payant des salaires en dollars. Non, mais permettez-moi. C'est juste un intermédiaire, ni plus ni moins. C'est le gouvernement qui fait la politique monétaire par le biais de la facturation en cash. Elle est en train d'absorber, en fait, ou plutôt il est en train, d'absorber
le cash par le biais de cette facturation qui se trouve au niveau des services. Et puis, c'est fini. Hein. Donc, le gouvernement... Vous êtes d'accord qu'aujourd'hui, le contrôle du taux de change se fait par les politiques qui sont appliquées par le gouvernement aussi, je cite, et non pas par l'intervention ou bien par les politiques qui sont appliquées par le Je cite du discours du gouverneur Mansour qui dit c'est la politique qui instaure la stabilité. Et pour moi, ce n'est même pas une stabilité, c'est une fixation, une quasi-fixation du cours de change. C'est le fait que la spéculation elle a été interdite sur le marché de change et la Banque du Liban elle est le seul spéculateur, le monospéculateur de ce marché. Et par suite, ce que nous vivons maintenant, c'est un système qui est très bizarre, très hybride. Il y a un seul intervenant sur le marché de change, il y a une interdiction du marché imparfait et par suite, on a une stabilité via la fixation du cours de change, mais cela ne fait pas que l'économie progresse. C'est un freeze de toute l'économie, c'est un freeze de toutes les politiques monétaires et par suite, la Banque centrale, elle n'intervient pas parce qu'elle ne peut pas intervenir et ce n'est pas un exploit. La Banque centrale n'imprime pas, c'est parce que le gouverneur, il n'a pas parmi ses outils sur son dashboard l'impression de la monnaie. L'impression de la monnaie, c'est un outil de remplacement. Lorsque la monnaie elle vieillit, alors on fait le remplacement de la monnaie. Ça ne fait pas partie de la politique monétaire qui peut être appliquée. Et c'est certainement pas ce que Salem faisait. Salem, il a fait que l'impression, elle a fait partie de la politique monétaire qui peut être appliquée. Et ça, c'est faux théoriquement. Et par suite, ce que nous vivons maintenant, c'est très hybride. Ce que nous vivons maintenant, ça ne peut pas durer parce que la Banque centrale, un pays sans Banque centrale, un pays sans politique monétaire, sans politique budgétaire, il ne peut pas. Vous êtes d'accord? Et absolument, et je dirais... Même au niveau de la pression dans l'hiver libanais, qui a été faite durant le mandat du gouverneur Riyad Salim. Oui, en fait, si vous voulez, à ce stade, il y a eu un contexte donné. Vous vous rappelez, en fait, à l'époque, le gouvernement de Hassan Diab avait demandé à un moment donné, donc avait imposé un certain nombre de choses sur la Banque centrale. Et puis vous savez que la guerre qui a été déclenchée contre Salam à cette époque, c'était quand même une guerre assez farouche, je dirais, quelque part. Ils lui ont demandé, ils lui ont imposé de vendre $200 à chaque personne de la population. Vous voyez des gens, des gamins de 16 ans qui achetaient des dollars. Donc c'est du n'importe quoi. Donc je pense qu'il y a eu un contexte. Mais juste pour rappeler... En fait, on a atteint à un moment donné un pic au niveau donc, de la taille de l'agrégat monétaire, surtout la monnaie en circulation. Donc parlons ici de masse monétaire en livre libanais pour pouvoir le 12 mars, expliquer ce détail économique. Oui. Le 12 mars 2023. Et puis à un moment donné, le précédent gouverneur avait dit par le biais d'un communiqué de presse que je suis prêt à acheter à n'importe quelle somme de livres libanaises au prix de 80. À cette époque, il avait augmenté le prix de Sayrafa de 40 000 à l'entour de 80 85 000, quelque chose comme ça. Et puis à un moment donné, il y a eu en fait cette absorption. Donc c'est une politique qui a commencé avec le gouverneur précédent. Ils ont commencé. Mieux que ça, je pense... Ici, on est passé à une masse monétaire qui touchait les 57-58 trillions de livres libanaises à peu près. Je pense que c'est encore beaucoup moins. Beaucoup moins? Oui, je pense que d'après les derniers chiffres, si je ne me trompe pas, on est à l'entour de 53. Aujourd'hui, on est à 57. Juste pour vous dire... Moi, j'avais contacté hier le gouverneur par intérim. Non, mais ils ont un rapport mensuel qui sort. Et le dernier que j'ai eu, c'est pour le mois précédent. Vous allez avoir maintenant celui de décembre. Donc voilà, c'est pour ça que je suis en train de dire que c'est lui qui m'a bien mentionné Juste pour vous dire qu'à un moment donné ou à un autre, il n'y a plus de politique monétaire. En réalité, l'ingénieur de cette façon d'absorber le cash en livre libanaise du marché, je pense que ça revient à Salemi, qui a conseillé le gouvernement qui a mis en place le paiement en cash de tout ce qu'il y a comme facture, impôts, etc. Donc, on a perdu, si vous voulez, l'outil monétaire donc en faveur de l'outil budgétaire, où c'est la politique budgétaire qui fait tout. Maintenant, elle fait la politique monétaire et la politique budgétaire. Et même ces deux politiques ne sont pas à la hauteur de ce qu'on appelle une politique budgétaire ou monétaire. Professeur Khader, comment décrivez-vous la période post-Salemi à la BDL? C'est une période qui a été chapeautée par la politique.
il y a eu, comme je vous ai dit, un compromis, un consensus via lequel Sayrafa elle a été condamnée à mort. En contrepartie, le marché de la spéculation, il a été alors bien maîtrisé par le fait de l'interdiction de la manipulation. Et par suite, cette période, elle a instauré une fixation du taux de change qui s'est répercuté chez les ménages par les personnes qui ne sont pas très impliquées par la technique sous la forme d'une stabilité sur le marché. Cependant, cette stabilité, elle ne reflète pas la réalité des choses. La situation du pays, elle est en détérioration perpétuelle et permanente. Et puis, on a vu que la nouvelle plateforme Bloomberg, elle n'a pas vu le jour jusqu'à présent. Et il y a eu beaucoup de décisions qui étaient pour rien. Par exemple, la modification de la circulaire 158 par la circulaire 682. Beaucoup de rapports en rapport avec la lutte contre le blanchiment d'argent et le terrorisme qui n'ont pas de valeur dans un pays où l'économie, c'est une économie où les transferts et les mouvements de fonds ne peuvent pas être bien suivis. Et par suite, ce qu'on vit, ça paraît être comme une période transitoire, ça paraît être comme un prolongement jusqu'au maximum des délais dans l'attente d'une solution, comme je vous l'ai dit encore, qui devrait provenir du côté, qui devrait venir plutôt du côté de la politique et non pas du côté de la monnaie ni de la finance. Avec l'augmentation du taux de change sur ce qu'on appelait Sayrafa, est-ce qu'on est en train de s'approcher plus vers l'unification du taux de change d'un certain prix ou bien un taux de change ou bien le flottement total du cours de taux de change, l'unification du cours, ça se fait comment? À ma connaissance, en fait, au niveau de la politique, en fait, il y a eu une décision quelque part qui a été prise de supprimer, je dirais quelque part, de réduire au maximum tout ce qu'il y a comme échange avec les livres libanaises et puis de remplacer ça par la dollarisation. Cette dollarisation, elle a ses adeptes. Je ne critique pas les adeptes, je critique la dollarisation. La dollarisation enlève à la livre libanaise son rôle. Aujourd'hui, notre économie est presque quasi dollarisée. Est-ce qu'il ne faut pas dollariser à 100%? Non, mais justement, moi je suis complètement contre la dollarisation. Parce que la monnaie, d'abord, on parle d'un symbole de souveraineté, c'est perdu. Deuxièmement, c'est du n'importe quoi parler d'un cours de change alors que la livre libanaise ne sert pas à l'économie. Pourquoi vous avez besoin d'un taux de change? Vous avez besoin d'un taux de change quand vous avez des échanges avec l'extérieur. Alors vous n'avez plus d'échanges à l'extérieur réellement avec ce que vous touchez en livre libanaise. Il y a juste une petite minorité en fait de la population libanaise qui touche encore en livre libanaise, mais la grosse partie en fait ça touche en dollars et surtout le secteur public. Donc ce que j'essaye de vous dire par là, que en fait le taux de change aujourd'hui n'a plus de valeur. Qui dit que 90 000 livres libanaises, c'est vraiment le vrai prix pour $1, c'est le vrai prix de la livre libanaise. Qui le dit ça? Personne ne le dit parce que ça ne reflète pas. C'est clair. Ça ne reflète pas en fait la réalité. Une activité économique. Ça reflète autre chose. Ça reflète parfois en fait la spéculation, ça reflète une décision politique aussi. Oui, ça reflète aussi une décision politique, mais aussi la contrefaçon vers d'autres pays, etc., etc. Donc c'est pas très clair. Vous dites quoi pour concernant l'unification du taux de change? Alors ça, c'est aussi partant, en se basant sur la théorie, il y a des conditions pour unifier un taux de change dans un pays, et le Liban, c'est un pays où il y avait beaucoup de parité, c'est parce que l'économie souffrait. Le fait d'unifier, alors l'unification du taux de change en économie, ça a besoin de trois principales conditions. La première, c'est de choisir le système de change à adopter. Deuxièmement, c'est contrôler les frontières afin d'avoir une idée, une estimation de la masse monétaire qu'on aurait besoin, dont on aurait besoin pour toutes les transactions à l'intérieur à cause de l'économie dollarisée et à l'extérieur à cause de toutes les transactions internationales. Et puis, troisièmement, il faut voir si cette économie, c'est une économie qui est viable et comment est-ce que l'unification du taux de change, elle peut être défendue par la Banque centrale, et cela fait que la Banque centrale, elle devrait avoir les moyens pour intervenir sur le taux de change. Le fait qu'on ait des frontières qui ne sont pas contrôlées, qu'on ait une Banque centrale
qui ne peut pas intervenir, qu'on ait un système de change qui n'est pas bien décidé. Alors, tout ce qui se passe maintenant, c'est surtout pas l'unification des prix de change. C'est une tentative d'essai qui échoue. Ah. C'est quelque chose qui va très loin des théories. C'est un modèle libanais très mauvais qui s'applique et qui essaie de dire à tout le monde qu'on est en train d'unifier. Ça, c'est faux. Quelles sont vos attentes pour la livre libanaise pour 2024? La livre libanaise maintenant, c'est une livre libanaise qui bouge à 2% de sa valeur en 2018. Et par suite, la livre libanaise, je veux dire, elle souffre beaucoup, mais il ne faut pas dire encore qu'il faut l'annuler. Oui. On refuse la dollarisation parce qu'on refuse l'équivalence entre la stabilité et la pauvreté. Et par suite, nous sommes un pays souverain. On n'accepte pas qu'on n'ait pas une banque centrale qui intervient. Et c'est très mauvais et très dangereux de lier une économie très petite comme l'économie du Liban à une économie géante comme l'économie des États-Unis, où tout mouvement vers le bas peut ruiner le Liban, surtout qu'on est un pays qui est menacé par des sanctions et par suite il faut bien insister à préserver notre banque centrale, notre politique monétaire, ça fait partie de notre souveraineté. Quelles sont vos attentes pour la livre libanaise? Moi, je pense que quelque part ils vont sûrement en fait libérer les livres libanaises sur la plateforme de Bloomberg. Et à mon sens, ils vont pouvoir contrôler le prix de change, de taux de change, par le biais donc de la politique budgétaire et plus précisément par cette histoire de paiement de cash, des impôts, etc., des factures. Donc je pense que ça va être quelque part un truc réussi. Mais comme je vous ai dit au départ, la livre libanaise est devenue une commodity comme le pétrole, comme n'importe quelle autre chose. Et donc, c'est le volume de cette livre libanaise sur le marché, c'est lui qui va déterminer en fait son prix. C'est pour cette raison qu'ils sont capables de dire victoire, victoire. On a réussi donc d'unifier la livre libanaise, mais en fait, en réalité, la livre libanaise ne se trouve pas. Aujourd'hui, la livre libanaise, elle est utilisée exclusivement en fait pour rendre la monnaie, ni plus ni moins. Donc, elle n'est plus vraiment une monnaie d'investissement, une monnaie de consommation, et ce sont les bases de l'économie. On ne peut pas parler d'une monnaie si elle ne sert pas l'économie. Aujourd'hui, la livre libanaise ne sert pas l'économie, et il ne faut pas se tromper. Ils vont réussir et ils vont faire de cela un exploit. Donc, ils vont une victoire terrible. Donc, qu'on a unifié le prix, les taux de change, mais en réalité, la livre libanaise, qu'ils disent le contraire, la livre libanaise ne sert plus l'économie. Il me reste 2 questions avec vous. Pourquoi tout ce que le gouvernement libanais a pu réaliser durant 2023 paraît être toujours attaquable? Premièrement, c'est parce que ce gouvernement, il n'a pas réussi à convaincre les Libanais. Il n'a pas su réaliser des projets. Il n'a pas su gouverner. Et par suite, il a aussi proposé des projets de redressement qui étaient très mauvais. C'est un gouvernement qui n'est pas très homogène. C'est un gouvernement qui devient intérimaire. Et par suite, c'est un gouvernement qui n'a plus les pouvoirs, qui n'a plus la confiance. C'est un gouvernement qui souffre d'un manque de sérieux qui est chronique. Et finalement, c'est un gouvernement alors qui souffre de la pression de la politique et par suite de l'ensemble de ce que tous les Libanais vivent. Et dans des circonstances pareilles, c'est impossible d'être productif. Comment alors si les personnes qui forment ce gouvernement sont des personnes qui ne sont pas aptes à produire? Vous avez quelque chose à ajouter? Alors, je dirais quelque part, en fait, ce gouvernement n'a pas réussi à être étanche envers les pressions politiques et les ingérences politiques là-dedans. En fait, c'est déjà difficile pour un gouvernement je dirais originel. Donc, alors qu'en est-il pour un gouvernement par intérim? Donc, non, c'est un échec total. D'abord parce qu'il n'y a pas une vraie politique économique au niveau du gouvernement. Malheureusement, le vice-président donc du gouvernement, Saad el-Chemi, il a proposé
proposé un certain nombre de projets de loi sans concertation avec les parties prenantes. Et chaque fois, il disait que c'était une proposition du FMI, alors que ce n'est pas du tout vrai. C'était pas vrai, honnêtement. Donc, j'avais mes sources à l'intérieur du FMI. Et donc, ils ont dit que nous, on n'a pas posé aucune condition, on n'a pas donné. On leur demandait toujours de nous proposer quelque chose et nous, on donne notre avis là-dessus, ni plus ni moins. Et donc, l'idée de base, c'est qu'il n'y a pas de politique économique. Je vous remercie, l'économiste, le professeur Jassem Adjaa, aussi professeur Maroun Khater, vous êtes chercheur en économie et en finance. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci. Il y a 2 semaines, le Lebanon Mountain Trail Association a lancé, et pour la première fois au Liban, 4 nouveaux sentiers autour du thème de la géologie, et cela dans les hautes montagnes de Jbeil, dont un sentier dans la réserve naturelle de Gej, un autre reliant Ahmej au gouffre de Ba'atara à Chatine, et un autre sentier reliant Ahmej à Aoura, et le 4e sentier à Aoura. Donc, j'ai le plaisir de recevoir ce matin avec nous Omar Saher, qui est le directeur exécutif de l'organisation Lebanon Mountain Trail. Omar, c'est un plaisir de vous recevoir ce matin. Premièrement, merci beaucoup, Maurice. Ça veut dire quoi des géotrails? Ok, quand on dit géotrail, on parle de la géologie, mais maintenant dans le cadre d'un sentier de marche. Au Liban, ces sentiers-là n'ont jamais été développés avec ce thème. La LMTA, comme chaque année, elle développe de nouveaux sentiers, souvent thématiques. Et cette année, nous avons choisi le thème de la géologie. C'est un nouveau thème à introduire au Liban. On a beaucoup à travailler dans ce domaine. Les gens ne connaissent pas assez la géologie du Liban. C'est une géologie très riche dans nos montagnes. On a la chance de sensibiliser les jeunes générations comme les adultes à cet aspect de nos montagnes. Et ça va vraiment changer l'expérience de marche quand on comprend les différents thèmes géologiques devant nous, les géosites, quand nous commençons à comprendre vraiment l'héritage géologique que nous avons au Liban. Pourquoi des géotrails dans les hautes montagnes de Jbeil? Et qui peut marcher sur ces géotrails? Pourquoi dans la région de Jbeil? Parce que déjà cette année, le UNDP qui travaille sur un projet qui s'appelle Land Degradation Neutrality Project, funded by Jeff, et certainement sous le patronage du ministère de l'Environnement. Ils font beaucoup de travail dans cette région-là, à Jbeil, et dans les montagnes de Akkar. Donc, on a travaillé ensemble à développer ces geotrails, vu que Jbeil est vraiment une région assez riche au niveau géologique et elle mérite bien d'avoir des trails géologiques comme nous avons développé récemment. Est-ce que les chercheurs, est-ce que les marcheurs doivent être accompagnés d'un guide ou ils peuvent marcher sans aucune assistance? Ça se passe comment? Ils peuvent faire les deux. S'ils veulent être guidés, nous avons déjà entraîné une douzaine de guides dans la région qui travaillent déjà en tant que guides locaux. Donc, on a vraiment travaillé au niveau théorique et pratique avec Dr. Johanna Doumar, qui est le chef de département de la géologie à l'Université américaine de Beyrouth. Puisque c'est un sujet assez éducatif, il fallait une université, il fallait un département spécialisé, et les guides sont bien préparés à expliquer, à accompagner les marcheurs durant leur marche. Comme les marcheurs peuvent aussi marcher tout seuls, parce que les trails ont été déjà balisés, ils ont été faits d'une façon à ce que le marcheur puisse marcher tout seul. Il y a des info panels, des interpretive panels sur le trail. Il y a des QR codes qui vont être installés dans quelques jours sur plusieurs géosites. Comme ça, les marcheurs peuvent tout seuls utiliser ces QR codes pour lire tout ce dont ils ont besoin pour comprendre ce qu'ils voient devant eux. Depuis le lancement du sentier de la réserve de Arzej, le Geotrail de cette réserve a rencontré un vif succès auprès des randonneurs libanais et étrangers même. Il offre une nouvelle façon de découvrir la beauté et la richesse de cette réserve naturelle exceptionnelle. On s'attend à quoi durant 2024? En 2024, on va continuer à développer de nouveaux trails et on va développer un trail dans la région de Akkar. Donc, à Akkar, il y aura un autre trail géologique
dans le village de Mishmish, comme on va continuer à travailler sur le accessible tourism, où les gens qui ont des difficultés physiques à marcher, à aller dans la nature, ils vont avoir des trails qui vont être vraiment bien préparés pour eux, surtout pour les gens qui ne peuvent pas voir, pour les gens qui ne peuvent pas marcher. Il y aura des compétitions même de courses pour les gens qui ne peuvent pas voir, les non-voyants ou les malvoyants, et ça va être quelque chose de nouveau au Liban. Vous avez des partenaires avec vous, vous souhaitez les remercier aussi? Certainement, on remercie UNDP, on remercie le ministère de l'Environnement, le ministre de l'Environnement, on remercie Jeff qui est le donneur de ce projet, on remercie l'Université américaine de Beyrouth, certainement les municipalités dans la région des Hautes Montagnes de Jebel avec qui nous avons travaillé. Les communautés locales sont nos partenaires. Sans eux, on ne peut rien faire dans les régions et on ne veut rien faire sans eux. Donc, on remercie les guides locaux et toute l'équipe certainement de LNTA qui a travaillé sur ce projet. Bien voilà, on vous souhaite bonne chance pour 2024 et merci pour tout ce que vous êtes en train de faire pour l'environnement libanais. Je vous remercie. Omar Saher, vous êtes le directeur exécutif de Lebanon Mountain Trail. Et bien voilà, mes chers téléspectateurs, nous arrivons à la fin de cette émission. Vous pouvez revoir tous nos épisodes sur nos réseaux sociaux. Au revoir.